Depuis l'Antiquité, nous avons contemplé le ciel nocturne et nous sommes interrogés sur la portée des étoiles dans l'espace et ce qui se trouve au-delà, à l'époque moderne. Nous avons construit d'énormes télescopes qui nous permettent de plonger profondément dans l'univers. Les astronomes ont réussi à observer l'univers depuis près de son commencement, reconstruisant l'histoire cosmique avec un niveau de détail remarquable, grâce à des modélisations informatiques approfondies et de nombreuses observations rapprochées. Ils ont découvert des indices importants sur son évolution continue. Beaucoup croient maintenant que ce que nous pouvons voir, les étoiles et les galaxies s'étendant aux limites de notre vision, ne représentent qu'une petite fraction de tout ce qui existe. L'univers continue-t-il indéfiniment? Où nous situons-nous à l'intérieur? L'univers est-il infini? Afin de commencer à comprendre l'infini, nous devons prendre du recul sur les nombres et les échelles qui définissent notre univers. Un endroit pour commencer est une petite ruelle étroite dans le Londres de Charles Dickens, où vous pouvez trouver une boutique de curiosités contenant une collection inégalée d'articles tels que des vieilles cannes, des têtes rétrécies, des scripts, des journaux, des livres et des exemples rares de nombres impressionnants. Par exemple, il y a un billet de 100 billions de dollars du Zimbabwe qui, fin 2008, lors d'une période d'hyperinflation, ne valait qu'environ $1,50 américain. En passant à 2 ordres de grandeur pour quelque chose de plus utile, le supercalculateur le plus rapide de l'histoire est capable d'effectuer 20 000 billions de calculs par seconde, un 20 suivi de 15 zéros. Pour atteindre le nombre de grains de sable sur toutes les plages du monde, nous aurions besoin d'environ 1 sextillion, soit un 10 suivi de 22 zéros. C'est à peu près le nombre d'étoiles dans l'univers visible. Quant au nombre d'atomes dans l'univers visible, il est supérieur à 10 à la puissance 68 cm3, soit seulement 10 à la puissance 84 pour aller au-delà. Nous nous tournons vers rien de moins que le livre Guinness des records du monde. Le plus grand nombre, nommé en notation décimale régulière, est la période de temps bouddhiste Asamkhyeya, qui est de 10 à la puissance 140 ans, soit 100 quintillions de quadrillions. Ensuite, il y a le plus grand nombre jamais utilisé. Le nombre de Graham est un calcul d'angle dans un type d'hypercube. Si vous divisiez l'univers visible en unités connues les plus petites, appelées volume noir, le total de ces unités ne vous rapprocherait pas du nombre de Graham. Mais même cela n'est nulle part près du plafond ultime, l'infini. Pour ceux qui ont du mal à saisir l'infini, même troublant, vous n'êtes pas seul. C'est un concept qui a longtemps tourmenté même les meilleurs esprits il y a plus de 2000 ans. Le mathématicien grec Pythagore et ses disciples ont vu les relations numériques comme la clé pour comprendre le monde qui les entoure. Mais dans leur investigation des formes géométriques, ils ont découvert que certains ratios importants ne pouvaient pas être exprimés en nombres simples. Prenez la circonférence d'un cercle par rapport à son diamètre, appelé pi. Les informaticiens ont récemment calculé pi jusqu'à 5 billions de chiffres. Confirmant ce que les Grecs avaient appris, il n'y a pas de motif répétitif et pas de fin en vue. La découverte des nombres dits irrationnels, comme pi, était si perturbante que la légende raconte qu'un membre de la fraternité pythagoricienne, nommé Ésope, aurait été noyé en mer pour avoir divulgué leur existence. Un siècle plus tard,
Le philosophe Zénon a mis l'infini en lumière, avec une série de paradoxes, des situations qui sont vraies, mais fortement contre-intuitives. Dans cette mise à jour moderne d'un des paradoxes de Zénon, imaginez que vous êtes arrivé à une intersection, mais que vous ne pouvez traverser la rue qu'en incrémentant de moitié la distance jusqu'à l'autre côté. L'idée de l'infini troublait les Grecs, car elle entrait en conflit avec leur objectif d'utiliser des nombres pour expliquer le fonctionnement du monde réel. Aristote, un philosophe qui a vécu un siècle après Zénon, associait l'infini au chaos informe à partir duquel on croyait que le monde était originaire. C'était un état primordial sans loi naturelle ni limite, dépourvu de toute forme et contenu. Cependant, si l'univers est fini, que se passerait-il si un guerrier voyageait jusqu'au bord et lançait une lance? Aristote a fait une distinction significative entre deux types d'infini. D'une part, il a reconnu l'existence de nombres irrationnels comme pi, qui peuvent être calculés avec un nombre infini de chiffres, mais ne peuvent jamais être entièrement spécifiés, appelant cela potentiellement infini. D'autre part, il y a l'infini réel, tel que le nombre infini de points ou de subdivisions le long d'une ligne, qui est incalculable. Aristote a réservé le statut d'infini réel au moteur premier, qui a créé le monde et est au-delà de notre compréhension, fournissant la base de l'argument cosmologique ou de la cause première pour l'existence de Dieu, qui a émergé un siècle plus tard. Archimède a utilisé l'infini réel dans ses mesures de lignes courbes et de volumes. Sa méthode consistait en un processus de sommation où il plaçait un triangle à l'intérieur d'un cercle et le transformait en carré, puis en pentagone, et ainsi de suite, à mesure que le nombre de côtés augmentait jusqu'à l'infini. Leur longueur combinée équivalait à la circonférence du cercle. En tranchant et découpant des courbes en un nombre infini de lignes droites, il a pu comparer une variété de courbes, de surface et de volume, malgré avoir anticipé des techniques développées 2000 ans plus tard. Les idées d'Archimède sur l'infini n'ont pas été transmises en raison de ce que l'auteur David Foster Wallace a décrit comme une allergie mathématique qui s'est développée en réponse à l'infini potentiel d'Aristote. Ce sont les idées d'Aristote qui ont traversé l'ère chrétienne, avec sa cosmologie, où la Terre était solidement assise au centre. L'idée d'un univers infini n'a pas été universellement rejetée. Des penseurs islamiques, hindous et même certains penseurs occidentaux ont proposé des points de vue alternatifs qui incluaient un espace infini. Pendant la Renaissance, la question de l'infini refit surface en 1143. L'astronome polonais Nicolas Copernic soutint que la Terre orbite autour du Soleil, et non l'inverse. Le vieux concept grec des sphères commença à perdre du terrain lorsqu'une supernova lointaine et une comète furent observées par l'astronome Tycho Brahe. Ces objets semblaient se comporter indépendamment des autres étoiles. En 1600, un moine nommé Giordano Bruno voyagea à travers l'Europe pendant l'Inquisition, proclamant l'idée d'un univers infini. Il fut brûlé sur le bûcher pour cela et d'autres hérésies. Dans un événement désormais célèbre, 9 ans plus tard, en 609, Galilée utilisa le premier télescope astronomique pour montrer que l'univers est beaucoup plus grand que ce que l'on pensait. Dans des écrits ultérieurs, il chercha même à discréditer la distinction entre l'infini potentiel et l'infini réel,
Galilée fut contraint de rétracter ses vues, et l'ancienne vision aristotélicienne prévalut. Toute tentative d'attribuer une valeur à l'infini, en nombres ou en nature, était vouée à l'échec, car c'était la province unique de Dieu. Enfin, à la fin du XIXe siècle, le mathématicien Georg Cantor chercha une fois pour toutes à séparer la métaphysique de la poursuite abstraite des mathématiques. L'infini, écrivit-il, devait être étudié sans arbitraire et sans préjugés. Il devint célèbre pour avoir plié les nombres finis et infinis dans une théorie unifiée des ensembles de nombres, considérée comme une fondation des mathématiques modernes. Un de ses défenseurs utilisa un paradoxe pour montrer comment les ensembles infinis sont sujets à des comparaisons concrètes. Imaginez que vous êtes venu séjourner dans ce grand hôtel. Vous avez de la chance, car ici, il y a un nombre infini de chambres. Malheureusement, vous apprenez qu'il n'y a plus de disponibilité. Heureusement, le gérant dit « Je peux toujours vous enregistrer » et vous assigne la chambre numéro 1, puis vous dirige dans le couloir. Ensuite, le gérant se met au travail, en déplaçant l'invité de la chambre 1 vers la chambre 2, puis vers la chambre 3 et 3, et ainsi de suite. Ainsi, dans cet hôtel, il y a un ensemble de nombres qui comprend un nombre infini d'invités et de chambres. Puis il y a ce même ensemble plus vous. Deux ensembles infinis, mais l'un est un sous-ensemble de l'autre. En utilisant des ensembles infinis de tailles différentes, les mathématiciens ont pu concevoir des équations décrivant le mouvement continu et le changement dans le temps, faisant écho à Aristote. Un critique de la nouvelle théorie des ensembles a suggéré que la fin du couloir n'est toujours qu'une infinité potentielle, le garde représentant la seule infinité réelle. Pour ceux qui cherchaient des logements modestes, nous recommanderons une alternative plus tard. Même si les mathématiciens ont embrassé l'infini, les astronomes du début du XXe siècle ont encore vu un univers limité centré sur les galaxies, un disque plat d'étoiles, les limites de notre vision, comme l'horizon en mer. Cachait-elle un univers infini au-delà, Albert Einstein, pour sa part, croyait que si c'était vrai, alors le ciel nocturne serait rempli d'une lumière dense et brillante venant de toutes les directions. Nous serions bouleversés par les effets de la gravité infinie, ce qui signifie que si l'univers était infini, la gravité serait si forte qu'elle serait écrasante et difficile à comprendre. La phrase suivante signifie qu'Einstein croyait en un univers fini et l'expliquait en décrivant des personnes vivant à la surface en 2D d'une sphère. Pour eux, un faisceau lumineux apparaîtrait comme voyageant en ligne droite, mais il suivrait en réalité une trajectoire courbe en raison de la gravité globale de l'univers. Les phrases suivantes expliquent que la vision d'un univers statique et limité a commencé à changer dans les années 1920 lorsque Edwin Hubble et Milt Humason ont utilisé un nouveau télescope pour observer des galaxies s'éloignant de nous. Cela a conduit à la découverte que l'univers est en expansion et a commencé à partir d'un moment singulier. Ce moment est traditionnellement décrit comme une explosion. Le Big Bang, la taille de l'univers depuis lors, dépend de la durée de sa croissance et de sa rapidité, à l'aide d'un ensemble de télescopes modernes. Les astronomes ont récemment ramené le début à il y a 7 milliards d'années, compte tenu de l'expansion de l'espace depuis lors. Le rayon de l'univers visible, la partie que nous pouvons voir,
s'est étendue à 46 milliards d'années-lumière. Ces mesures ont soulevé de nouvelles questions. Anciennes, qu'y a-t-il au-delà de nos horizons cosmiques? Y a-t-il une limite ou cela continue-t-il indéfiniment? Un nouvel ensemble de réponses est apparu d'une théorie conçue pour répondre aux questions qui ont surgi du modèle original du Big Bang. Tout d'abord, comment l'univers est-il devenu si grand? Le champ profond de Hubble contient des images de galaxies enfantines à moins de 10% de l'âge de l'univers, près du bord de nos horizons cosmiques, au moment où l'une de ces galaxies atteignait sa maturité. Elle aurait beaucoup dépassé notre horizon. Et que dire de toutes les galaxies visibles à ces horizons ensuite? Comment l'univers est-il devenu si uniforme dans toutes les directions que vous regardez? La densité de galaxies est la même à grande échelle. Les astronomes ont étudié pendant des siècles la théorie de l'inflation cosmique. Cette théorie suggère que le processus qui a propulsé l'univers vers l'extérieur a également lissé ses premiers moments. La théorie repose sur la découverte que de l'énergie émerge constamment du vide de l'espace sous forme de particules ayant des charges opposées, matière et antimatière. L'idée est que dans les premiers instants de l'univers, un champ d'énergie intégré à ce vide quantique a soudainement changé d'état, provoquant l'inflation de l'espace et du temps et la naissance de notre univers. Si cette théorie est correcte, notre univers est inimaginablement vaste. Son auteur, le scientifique Alan Guth, a écrit que l'univers dans son ensemble aurait atteint au moins 10 milliards de trillions de fois la taille de notre univers visible, un nombre suivi de 23 zéros. Si vous pensez que c'est grand, une variation de la théorie décrit l'origine de notre univers comme un processus physique qui existe bien au-delà de lui, dans le vide apparemment infini qui avait confondu les astronomes depuis des siècles. Aristote et d'autres philosophes grecs ont suggéré que notre univers pourrait s'être étendu comme une bulle et rejoint un flux d'autres univers bulles, s'étendant à travers un océan sans fin de temps et d'espace. Une idée connexe propose un paysage cosmique se déployant dans d'immenses motifs fractales. Ces nouvelles visions plus étendues du cosmos ne sont pas sans leur paradoxe. Logiquement parlant, avec un nombre infini d'étoiles, de planètes et d'univers, il y aurait également des possibilités infinies. Cette idée, connue sous le nom de théorème du singe infini, trouve ses racines dans les tentatives d'Aristote pour illustrer les dangers de penser à l'infini. Si vous demandiez à un singe de taper, ou si vous demandiez à un nombre infini de singes de taper pendant une durée infinie, vous obtiendriez probablement beaucoup de lettres aléatoires. Mais il y a une chance, aussi minime soit-elle, que quelque part, et d'une certaine manière, vous obteniez le texte complet d'Hamlet de Shakespeare. C'est clairement absurde, mais si l'on considère la nature de plus en plus étrange de notre univers, comme le suggèrent de nouvelles observations, cela peut valoir la peine d'y réfléchir. À ce stade, nous déplaçons notre attention du célèbre hôtel infini à une option moins impressionnante, l'ancienne salle des miroirs, où vous êtes assuré de recevoir un accueil chaleureux. Cet endroit délabré aurait même perplexé les plus grands penseurs, car il représente un type d'illusion optique qui pourrait exister dans notre perception de l'espace profond.
selon une nouvelle interprétation des données provenant de l'un des satellites spatiaux les plus importants jamais lancés. Le WMAP a été envoyé pour faire des mesures précises du rayonnement restant d'une période d'environ 300 000 ans après le Big Bang. Il a révélé un motif complexe de taches chaudes et froides, qui sont maintenant considérées comme représentant les origines des filaments et des murs de galaxies observés à grande échelle. Ce motif a été formé par des ondes de pression qui ont rebondi à travers le gaz en expansion de l'univers primitif. Un groupe de scientifiques étudiant les tailles de ces ondes a suggéré que certaines d'entre elles sont en réalité des images miroirs d'elles-mêmes. Ils affirment qu'en se basant sur cette découverte, l'univers pourrait être beaucoup plus petit que ce que nous croyons actuellement.